Docteur Henri Collomb, psychiatre, professeur titulaire aux universités de Dakar et de Nice, 20 ans de carrière en Afrique. L'Europe est une société qui produit des techniques et des biens. L'Afrique est une société qui produit des hommes. Il y a une différence considérable. Pour l'Europe, ce qui est important, c'est une nouvelle technique, c'est l'acquisition d'énergie, de biens. Pour l'Africain, ce qui est important, c'est la production d'un homme qui est conforme au modèle que la société, de la société. Une civilisation de l'être, alors que chez nous, on est dans une civilisation de l'avoir. On peut dire aussi que nous sommes dans une civilisation de l'avoir et ici dans une civilisation de l'être. On peut dire ça aussi, mais à condition que cet être-là, cet être africain, il faut le concevoir comme se prolongeant au monde et aux dieux, ne s'arrêtant pas aux autres hommes simplement, qu'il y a une communication toujours entre lui et l'environnement. Un Africain a dit, un poète africain a dit cette phrase merveilleuse, que je traduis peut-être mal, c'est dans un poème. Malheureux, malheureux l'homme qui ne peut être ni un arbre, ni une pierre. La brousse, comme un autre moment de la terre. Seul témoin du passé, la nature, la parole dans le vent. On n'écrit pas, on se souvient. Chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Faut-il croire au hasard? Sur la piste des guérisseurs, nous avons rencontré un jour la mort. La surprise fut profonde. En effet, nous avions cru tout d'abord entrer dans un village en fête. C'est une vieille femme qu'on enterre. On pleure, mais on est joyeux. Ce jour, nous dit-on, est celui de ses noces. L'esprit de la morte a rejoint celui de son époux, décédé avant elle. Il y a du rire dans les sanglots, et l'on danse. Parce que tout vient des esprits et que tout y retourne. Dans cette ronde cosmique, qu'est-ce que la maladie, qu'est-ce que la souffrance, qu'est-ce en définitive que l'existence? Et tandis que l'aïeul est porté en terre, on nous explique, le plus sereinement du monde, qu'elle assiste peut-être à ses propres funérailles dans le ventre d'une jeune femme. Car dans cette partie du Sénégal, en pays sérère, on croit à la réincarnation. Tous les objets, tous les êtres de la nature sont animés par les esprits dont le véhicule est le vent et certains arbres le séjour. Ces arbres sont considérés comme sacrés. On va chercher du bois à des kilomètres plutôt que de toucher à une seule de leurs branches. On les respecte, on évite leur ombre dangereuse. Les esprits qui les habitent sont ressentis comme autant de présences quasi physiques. Le commerce rituel avec les esprits des ancêtres est le fait du saltigui, en langue sérère le voyant, le sorcier. Ce personnage sait offrir aux esprits, lorsqu'ils se transforment en vent, les fétiches que la science de l'ombre lui dicte de confectionner. Après s'être muni de toutes ces protections, amulettes, colliers et ceintures, car l'esprit peut attaquer l'homme, le saltigui coiffe enfin son bonnet de dignitaire. C'est lui le chef de tous les voyants de la région. Cette séquence constitue un document rarissime. Il est en effet exceptionnel qu'une caméra soit admise à pénétrer dans un enclos sacré. Alors que les femmes écrasent le mil qui servira aux libations, le saltigui saisit la corne rituelle qui le désigne comme le détenteur de pouvoir hors du commun, comprendre le sorcier dans son acception la plus large en Afrique. Nous sommes ici dans l'un des bastions de l'animisme qui résiste depuis des décennies à la forte poussée de l'islam en Afrique tropicale.
Flanqué de son acolyte, le grand Saltigui a quitté l'enclos sacré pour gagner à quelques centaines de mètres de là, dans la steppe, un marigot sacré asséché en cette saison. Comme certains arbres, certains points d'eau sont tenus pour des lieux d'élection des esprits. On s'y rend comme en procession pour accomplir les libations rituelles et on croit les entendre chanter. De retour dans l'enclos sacré, les libations se poursuivent pour honorer les Pangols. En pays sérère, les Pangols sont les esprits des ancêtres, autant dire la tradition. Dans le reste du Sénégal, on les appelle les rabes. Chaque pilon fiché en terre marque la présence d'un esprit. Notre langage analytique, fixé par l'écriture, s'adapte mal aux contours mouvants de la tradition animiste, tradition orale vivante que la civilisation blanche, à travers le colonialisme, a taxé sans respect ni scrupule d'obscurantisme. On peut se demander pourtant, lorsqu'on s'aperçoit que ces rites qui plaisent aux esprits et calment leur colère sont parfois la condition d'une guérison, si nous n'avons pas refusé tout simplement d'essayer de comprendre une science, une médecine, basée sur une autre logique que la nôtre, une logique intuitive, une logique africaine. Voici en effet que la cérémonie se double d'un acte thérapeutique. De jeunes malades attaqués par les esprits, l'une souffre de maux de ventre, l'autre se plaint de douleurs dans tout le corps, sont, dirons-nous, exorcisés par le voyant qui a diagnostiqué un mal qu'il peut guérir. Lorsque le mal est d'une autre origine, le Saltigui, éclairé par ses dons de voyance, prescrit un traitement chez un autre guérisseur qu'il désigne avec précision. Il ne tente jamais de soigner des patients qu'il ne peut pas guérir. Pour observer honnêtement ces faits, il faut en quelque sorte changer de rationalité. L'Afrique, c'est une autre dimension qui ne cesse de nous étonner. Éric Gobodossou, médecin stagiaire à l'université de Dakar, témoin de notre enquête. Tout est vibration. Le vent qui souffle, la plante, l'âne, les hommes, vous et moi, le caillou, le sol, tout vibre. La pierre, ça vibre. Naturellement, ça ne se voit pas, mais les ondes que vous envoyez, ces ondes radiologiques ou de la télévision qui se transforment en images que l'on voit sur les écrans, c'est des vibrations que l'on émet. Eh bien, nous aussi, nous sommes des vibrations. Et il est connu d'ailleurs que enfin, c'est une légende peut-être, mais je crois qu'il y a une part de vérité puisque c'est écrit. Il est connu que dans la vie antérieure, des gens avaient bel et bien une couronne, une auréole de feu ou de vibration autour de leur tête. Eh bien, nous tous, nous portons cette auréole de vibration. Peut-être qu'il n'est pas chez nous très visible et palpable, ou visible par le commun des mortels. Mais il y a des gens, il y a des guérisseurs qui trouvent ces vibrations de l'homme et que l'on appelle aura, n'est-ce pas? Qu'on appelle aura. Il y a des gens qui savent voir l'aura et qui peuvent, à travers l'aura, guérir n'importe quelle maladie. Giran Barhoum, c'est le nom de ce guérisseur qui est aussi chef de village. Sa notoriété de généraliste fait qu'on se presse à sa porte les jours de consultation. À ses dons de voyance, il ajoute une sorte de flair de la maladie. Il concilie sans problème, semble-t-il, une certaine foi musulmane et les croyances animistes. Dès que la maladie, c'est une maladie de nuit. C'est à cause de la nuit. Il y a un problème de rab, ce qu'on appelle les pangols, les esprits.
Voir l'aura et concilier les esprits, ce n'est pas tout. Le guérisseur connaît aussi très bien les plantes. Les guérisseurs eux-mêmes vous disent la plante par elle-même ou les extraits complexes qu'ils préparent avec différentes plantes n'a pas d'effet si le guérisseur ou quelqu'un lui donne pas la force pour guérir. Le guérisseur peut être cet intermédiaire qui donne la force en prononçant certaines paroles ou en mettant dans l'ensemble de la préparation certains objets porteurs de puissance. C'est tout au moins ce qu'ils expliquent. Quelquefois, la puissance vient d'ailleurs, elle est invoquée par les guérisseurs, elle se glisse dans le médicament. Alors même au niveau biologique, déjà interviennent d'autres forces. Et il faut bien les considérer parce que la préparation est tellement rituelle que s'il n'y a pas obéissance précise à ce rite, le médicament sera sans effet. On ne s'occupe pas d'une espèce végétale, mais d'un individu dans cette espèce de végétale qui est choisi en raison de son individualité d'arbre ou d'arbuste, qui a une histoire, qui a un sexe, etc. Enfin, c'est très compliqué. Et même là, voyez-vous, en séparant ce niveau biologique, on le fait très artificiellement. diwo sak suur boo buggee tëdd rek waaw nga sopp ba juróom-ñaari romb nga tooyal jële ko ci bopp bi ci tànk mën naa ko def ci bouteille waaw comme saafara waaw. Chuchotements, bruit de langue contre les lèvres, incantations, formules kabbalistiques, versets du Coran, les frontières sont floues dans le verbe qui soigne. ci ndig kii rek moom gardé nañ kër gi nga tëdd waxatuma yow dama laa jëlale kër gi nga xam ne danga cay fanaan njëftee ku jógati pour Dakar est à plus de 100 km. On vient de loin consulter Giran Bahoum. La visite peut s'étaler sur 3 jours. C'est par des méditations nocturnes et solitaires que le guérisseur fixe son diagnostic. Dakar, la cité universitaire, le pavillon des étudiants mariés. C'est ici que vit avec son épouse et son fils Eric Gbodossou, un jeune médecin originaire du Bénin qui vient d'achever ses études au Sénégal. L'université de Dakar représente en effet un centre intellectuel important pour toute l'Afrique occidentale. Eric, qui nous a accompagnés tout au long de notre enquête, rédige une thèse sur la médecine traditionnelle en Afrique. Élève du professeur Colomb, qui nous l'a signalé comme un élément brillant de sa volée, Eric, déjà médecin, rêve de devenir un jour guérisseur. Son grand-père, dont il vénère la mémoire et la sagesse, avait, dit-il, le don de voyance. Eric espère en avoir hérité. La médecine occidentale travaille sur le corps. Sur le corps, mais l'homme n'est pas que le corps. Et à partir de ce moment, la médecine occidentale risque de ne pouvoir résoudre que des problèmes ne concernant que le corps. La médecine traditionnelle, par contre, travaille sur les autres entités de l'homme. C'est-à-dire? Eh bien, schématiquement, si vous voulez, l'homme peut être formé de 5 éléments fondamentaux. Nous avons d'abord le physique. Le physique, c'est le corps, n'est-ce pas? Que les Occidentaux connaissent parfaitement. Nous avons le psychique. Le psychique, nous pouvons l'appeler l'intellect, si vous voulez, l'intellectuel. Nous avons le moral. Le moral, si vous voulez, c'est la foi. C'est la foi et ce moral a pour point d'impact la conscience, si vous voulez. Nous avons l'âme. L'âme, nous pouvons l'appeler l'autre moi, si vous voulez. L'autre moi, c'est-à-dire c'est ce qui permet le dédoublement. C'est connu dans nos régions, des gens qui se dédoublent.
vous le voyez, il y a le corps, n'est-ce pas, qu'il laisse, il se dédouble, il se retrouve dans un autre corps différent de celui qu'il a laissé. Donc il y a l'âme, l'autre moi, qui permet le dédoublement. Mais il y a aussi un cinquième élément, pas moins important, c'est l'esprit. L'esprit, si vous voulez, c'est l'élément qui relie l'homme, les quatre autres éléments de l'homme, à un être supérieur, si vous voulez, à un être surnaturel. Donc la médecine traditionnelle, si je comprends bien, opère essentiellement pour 4/5 par des valeurs inapparentes, par des références à des choses qui sont immatérielles, spirituelles ou transcendantales. Non. Non, parce que la médecine traditionnelle est avant tout pratique. Le fantastique, à nos yeux, n'est pas l'irrationnel, n'est pas le subjectif, c'est du pratique. Le fantastique, à nos yeux, c'est une science, comme la science occidentale. Mais c'est une science vieille qui s'applique aux choses et aux objets et à l'homme. Vous verrez par exemple, c'est connu je crois en Afrique, ou même dans les pays occidentaux, vous verrez des malades qui vont à l'hôpital, ils sont malades, ils savent qu'ils sont malades, on fait tous les examens possibles et imaginables, on n'observe rien du tout. Il y a quelque chose qui manque. Alors, je ne sais pas pourquoi, devant ce genre d'observation, je ne sais pas pourquoi eh bien, la médecine occidentale ne se poserait pas des questions. On entend souvent parler à Dakar d'un rebouteux qui vit à Sébikotane, un village situé sur la nationale, à une 60aine de kilomètres de la capitale. Une enseigne placée au bord de la route décrit le personnage, pour qui ne sait pas lire son nom, Alioune Cissé. À peine sommes-nous sur les lieux qu'on amène un ouvrier du port de Dakar qui a fait une chute en portant une lourde caisse. Son pied, déjà soigné à l'hôpital, le fait horriblement souffrir. Ce cas est une première démonstration de la constante imbrication des médecines modernes et traditionnelles en Afrique. Eric, qui nous accompagne en qualité d'observateur qualifié, tente vainement d'examiner le blessé. Il est enveloppé là. Je ne peux pas examiner. Le cabinet de consultation d'Alioune Cissé paraît au regard occidental des plus primitifs. Mais cet appentis obscur qui prolonge l'ombre de la case familière est certes plus rassurant pour l'Africain que la blancheur glaciale et aseptisée de nos cabinets occidentaux. Il porte un pansement. Où est-ce qu'on l'a soigné déjà? mu ni sa tànk dañ ko band mu ni fan lañ ko bandé. J'ai été soigné à l'hôpital principal. Ça s'est passé aujourd'hui. mu ni loolu bés boobu loolu tey la am wala aujourd'hui à midi. Il avait très mal en arrivant ici chez le guérisseur. muy ndax ba ngay ñëw fii métti bi métti na woon trop métti woon na trop. Oui, ça me faisait très mal, je ne pouvais rien faire. Et comment se sent-il maintenant? mu ni bu la sëriñ bi fayee ba léegi ndax am na loo ci yëg tu dara wala amuloo ci yëg.
Je ne peux pas mettre les pieds sur une place. Maintenant, je peux mettre ça en place, je peux le laisser tranquille comme ça sans le bouger. Avant, je ne pouvais pas le laisser comme ça. J'ai moins mal qu'avant. Qu'on en pense ce qu'on veut, le fait est là, cet homme qu'il fallait presque porter lorsqu'il est arrivé repart sur ses 2 pieds. Est-ce qu'il peut nous dire ce qu'avait le patient qu'il vient de soigner? ndax man ko wax kii fi jóge léegi lan moo koy métti. waaw borom tànk bi. Il y a une luxation du pied. Il a pu le voir sans enlever le pansement. mu ne seet nga ko te dindiwuloo bande bu ñu ci def bi. Ce n'est pas parce qu'il y a un pansement que je ne peux pas constater le mal. Si on avait mis le plâtre, là je ne pourrais pas constater. Mais du fait qu'il n'y a que la bande, là c'est facile à constater. Tous ces plâtres qu'il y a autour de lui, ces radios, qu'est-ce que c'est? Mu ne plâtre yi fi nekk ak rajo yi lan la tax ñu nekk fii. kii seeni waram bu ñu fajoo fii ba wér bu ñu ñëw di ma war seen gaañ-gaañ. Ces radios représentent des malades, des anciens malades qui ont été soignés par moi-même. Et guéris. Et les plâtres? Mu ne plâtre yi nag plâtre yi tabax yooyu. Waaw. Ça c'est une fracture du pied, c'est le plâtre que vous voyez là. Quand le malade est venu, le père m'a montré le plâtre, j'ai pris une bande, j'ai soigné le malade en même temps. Je vous montre d'une part le matériel avec qui j'ai fait mon plâtre qui est personnel à moi, que vous voyez là. Ça représente, si vous voulez, moi, mon plâtre. C'est avec ça que j'attache un pied fracturé. D'où tient-il son don? Mon père, je l'ai hérité de mon père. J'ai trouvé mon père faire ce travail. C'est lui qui me l'a appris. C'est après le décès de mon père que j'ai commencé à soigner, petit à petit. Quand il soigne, il y a des manipulations, mais des prières aussi. Il est croyant? Mu ni booy faj am na looy jàng ci paj mi. Oui, il y a des prières à faire. Oui, il y a des prières. Est-ce qu'il attribue la guérison à l'action de Dieu, à l'action divine? Mu ni paj mi yàlla nga ci boole moo tax muy wér. Bien sûr. Oui, c'est Dieu qui m'a donné cette connaissance. Donc j'attribue ça à la divinité. Est-ce qu'il se fait payer et combien? Mu ni ndax daañu lay fay booy faj. Il appartient aux malades ou aux parents des malades de donner ce qu'ils peuvent donner. C'est tout, mais je ne demande rien. Sinon, même si le malade n'a pas de billet pour retourner chez lui, je lui donne l'argent pour son transport. Je le trouve très intéressant. Je peux dire que je le trouve plus intéressant qu'il ne le croit lui-même. Parce que j'ai vu ces radios. Et en dehors des cas de fracture classiques qu'on nous apprend dans les hôpitaux de l'Occident, il y a des fractures ou même des lésions vertébrales typiques de mal de Potte. Enfin, le mal de Potte, c'est, si vous voulez, la tuberculose vertébrale, qui se manifeste par des vertèbres grignotées avec des pincements de l'interligne. Vraiment, il y a des radiotypes classiques du mal de Potte. Et il, à ma grande surprise, il me dit qu'il guérit ces mal de Potte en 20 jours. Mais je crois que c'est quelque chose de très important. Et alors que chez nous, d'abord, le mal de Potte, l'étiologie est tuberculeuse. Il faut un traitement antituberculeux.
employer au moins 3 médicaments tuberculostatiques pendant 12 à 18 mois en traitement continu. Et il faut taper fort. Et lui, à ma grande surprise, il répare et la lésion osseuse et la lésion étiologique tuberculeuse en 20 jours. Je crois que c'est très important ça. Et comment expliquez-vous ce don? Vous savez, c'est une question ambiguë. Médicalement, c'est un mystère, ce que vous avez vu là. Oui, naturellement, pour ce qui est de la science occidentale, naturellement, c'est un mystère. Mais pour ce qui est de la science traditionnelle, c'est tout à fait évident. Vous savez, les esprits gouvernent l'Afrique. Et par conséquent, ce guérisseur qui communie certainement avec un esprit, l'esprit étant fort, il peut tout faire. Je pense qu'on peut dire qu'un bon guérisseur, et naturellement dans toutes les disciplines, il y a les charlatans et les authentiques, un bon guérisseur africain est certainement tout aussi scientifique dans son approche, peut-être beaucoup plus que beaucoup de médecins de formation occidentale. Je pense à un homme comme Satigui Soumaro, que j'ai connu au Mali, qui est décédé, qui était un des grands guérisseurs du Mali. Bien, un guérisseur comme ça connaît peut-être 50 à 60 plantes et autres remèdes qu'il a testés tout au long d'une vie. Depuis son enfance, il a été initié par son père à l'usage de ces médicaments. Il connaît extrêmement bien le milieu dans lequel vivent ses patients. Ses patients viennent chez lui. J'ai passé des jours chez Satigui. Il reste là peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Le guérisseur les observe, apprend à les connaître comme une totalité, à les observer dans leur relation avec les autres. Et donc il a vraiment le temps, si je peux dire, de faire une médecine de l'homme. Quand on pense par exemple en contraste avec nos médecins occidentaux qui disposent d'une panoplie en Suisse de plus de 10 000 médicaments. Comment est-ce qu'un médecin peut connaître 10 000 médicaments? Quand on pense que les médicaments, chaque médicament varie dans ses réactions selon l'individu, selon l'heure à laquelle on le prend, etc., ça devient très facilement un jeu de hasard. On va rentrer un malade qu'on n'a jamais vu, on l'ausculte en 2-3 minutes, parce qu'on est pressé, on lui fait une prescription de 4 ou 5 médicaments différents et on le renvoie chez lui. Pour moi, ce n'est pas un processus scientifique, c'est presque un jeu de roulette, un jeu de hasard. Tout homme est le gardien de son frère. Cette pensée africaine nous accueille à l'entrée du grand hôpital du quartier de Fann, à Dakar, un hôpital proche de l'université. Fann, comme on dit couramment pour désigner l'établissement, est en passe d'entrer dans l'histoire de la médecine contemporaine comme l'image de la rencontre de 2 cultures, de 2 civilisations. Un personnage, le professeur Henri Collomb, par ses travaux et ses expériences, symbolise depuis quelques années cette rencontre. Grâce à lui, Fann, ce surprenant hôpital, prend valeur de référence dans le monde de la psychiatrie actuelle. On vient non seulement d'un peu partout en Afrique, mais du reste du monde aussi, observer ce qui se passe dans ces services. Vous avez la réputation en Europe d'avoir ouvert vos services à des guérisseurs africains. Est-ce que c'est pour les observer? Est-ce que c'est pour découvrir ces modèles? Pas du tout. C'est pas pour les observer, pour découvrir leurs modèles, mais simplement parce que c'est eux qui font la psychiatrie ici en Afrique, c'est pas moi. Alors il fallait bien que je m'intéresse à eux. Moi, je vois un peu les quelques malades qui ne vont plus chez les guérisseurs ou pour lesquels les guérisseurs ont échoué. Malades d'ailleurs qui reviendront chez les guérisseurs, parce qu'on dit fréquemment... À Fann, on calme, mais on ne guérit pas. Quand on sort de Fann, il faut aller chez le guérisseur pour une guérison plus complète. Alors il fallait bien que je m'intéresse à ces guérisseurs et que je tolère, non seulement que je tolère, mais que je comprenne que le malade veuille les consulter. On passe d'une médecine à l'autre, presque simultanément, mais on ne les compose pas, ces 2 médecines. On peut dire qu'on les compose parce que le malade souvent reçoit les deux médecines, puisque appelons ça des médecines. Il reçoit d'une part et l'objet de la part du guérisseur de divers traitements, dont
certains extraits de plantes, de diverses incantations, de diverses ritualisations, parce que les procédures sont très ritualisées, qui renvoient aux différents types de représentations. Parallèlement, il y a un fan où il est l'objet d'une vie dans laquelle on le tolère pas mal, je crois, on est très tolérant, dans laquelle aussi il y a une existence communautaire qui permet, par la reconnaissance du malade, de le laisser évoluer, de le faire évoluer dans le sens d'une guérison. Il reçoit aussi des comprimés, quelquefois même des électrochocs, rarement. Une chambre de l'hôpital Fan, un pensionnaire dont le séjour en ce lieu semble mettre au défi notre bonne logique occidentale. Voici Taban, un guérisseur fameux venu de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal. Admis à Fan en qualité de patient, soigné par celui qu'il qualifie lui-même de grand sorcier blanc, comprenez le professeur Colomb, Taban, aujourd'hui guéri, hésite pour des raisons de famille à rejoindre sa ville natale. Il demeure donc à l'hôpital où il exerce en toute liberté ses dons. Les personnes qu'il a soignées se comptent, paraît-il, par centaines. On dit même à Fan que lorsqu'un malade s'agite la nuit, les infirmiers ne dérangent plus le médecin pour le calmer. Taban, mais oui, s'en occupe fort bien. Le guérisseur, qui attend la visite d'une malade, prépare soigneusement une potion dont la composition exacte reste son secret. Tout ce que l'on peut savoir, c'est qu'il y entre certaines racines et des versets du Coran. Une mère amène son enfant soigné à l'hôpital. L'enfant, parallèlement, suit un traitement traditionnel chez Taban. bismillahi ɗumɓe mouhamadou ɗumɓe fas jene teri dama ngeen dikka yaafma jum ngel li jafano maɗa yallah bismillahi dabbatin dabbatin kullu cofet 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 way jongtimi kuma jong jong yallah allah koko jong mo jëlla faal gammo siti gammo gammo is ma xate ke tillen we ci xale bi ndax yàlla ten na ko ko yàlla ten ñu tinna salaali Muhammad walaali Muhammad dogon ko nag salaali walaali amti salaali mooy jàpp gor walaali mooy jàpp jigéen bismillahi baba soro jëlee loo tuubo jaata biri biri kay antum ra'aykum su wuli wuli solo ko dara sama Fatma Jammeh kii di maam waxte ah jox ko ba xam ndax dina naan wala de bismillah jeex na naanoon nan waaw bàyyi kaas bi wan na ko noonu nam la danga saay saay Taban, musulman convaincu, se munit, comme tous les guérisseurs, de diverses protections. Amulettes, talismans, bracelets et ceintures témoignent ici comme ailleurs de la perpétuité des croyances animistes dans l'âme africaine. Ces gris-gris protecteurs vont, on le croit couramment en Afrique, jusqu'à garantir l'invulnérabilité. Devant notre scepticisme, Taban insiste pour nous en faire la démonstration. Son corps doit en l'occurrence refuser une piqûre. La caméra sera le témoin de l'expérience. ba mu daataa dugg it métti na de rocc ko jabaat ko feneen
da nga may rey de waaye nanguwul. Vous venez de tenter une expérience, de faire une injection à M. Taban, le guérisseur. Est-ce que l'aiguille réellement est entrée ou n'est pas entrée? Oui, l'aiguille est réellement entrée. L'aiguille est entrée dans sa chair. Oui, l'aiguille est rentrée. J'ai été vraiment surpris parce que certes, je sais que chez nous, il existe ces genres de guiri-guiri et que franchement, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Donc, le guiri n'a pas fonctionné, mais... Oui. Oui, évidemment, le guiri-guiri n'a pas fonctionné, mais ça dépend aussi des circonstances. Parce que certainement que le type devait être vraiment furieux, en colère. On essaye de le piquer, ça ne rentre pas. Ce n'est pas le cas. Nouvelle tentative quelques instants plus tard. Taban, cette fois-ci, se fâche. Cette fois-ci, ça ne va pas rentrer. Doutul dougoudet. Doutul dougoudet. Doutul dougoudet. Wallaay dañu koy métti tel sama yaram waaye doutul dougou. Wallaay doutul dougou. Jamais. Ah. Voici, c'est pas rentré du tout. Pourquoi est-ce que ça n'est pas entré cette fois-ci? Ça, je ne sais pas. Il a dit que s'il se mettait en colère là pour être... enfin, normalement, ça ne rentre pas. Parce que... Tu n'es que les sama yaram tangre fi ba ëllëg du pousse du rabu du dara. C'est fini léegi. Il commence à devenir furieux et que d'ici demain tout ce que vous voulez... nañu dem wut rabu. Même si vous voulez vous prenez une pointe, vous le piquez. Ni ko c'est fini léegi. Mais maintenant, il a dit que... Ni ñu wut la wax ñu def ba attends déglu na nga du ñu waxtaane yow. Une immense majorité d'Africains portent des gris-gris. On nous parle de gris-gris qui rendent invisibles, de gris-gris qui rendent invulnérables. Nous ne parvenons pas à y croire. Naturellement, il serait difficile pour vous de croire à ce genre de choses. Encore une fois, tout est éducation. Mais pour y croire, il faut voir, il faut palper selon votre éducation. Vous êtes médecin. Et il n'y a pas de conflit en vous lorsque vous certifiez qu'un gris-gris empêche une seringue de pénétrer dans l'épiderme. Je ne suis pas du tout en conflit avec moi. Je ne vois pas pourquoi il serait en conflit avec moi si j'accepte de comprendre les deux sciences. Dakar, le marché de Koloban. La pharmacie traditionnelle, la voici. C'est une panoplie assez fantastique de poudres, de racines, de cristaux. On en compte des dizaines de sortes d'étalage en étalage. À cela s'ajoutent les éléments nécessaires à la confection des gris-gris par les guérisseurs. Têtes de serpent, d'oiseaux, de caïmans, de caméléons, pattes, becs, queues, plumes, piquants de porc-épic, peaux de lézard, de léopard, coquillages, noix et plantes marines. Il y en a contre la fatigue, pour le succès, contre les mauvaises langues, contre les infections et les maux les plus divers. Impossible pour l'occidental de passage de juger honnêtement de la valeur de cet attirail, comme aussi de détecter, à coup sûr, au premier coup d'œil, parmi les guérisseurs, les charlatans qui en ville surtout se multiplient. Il y faudrait à chacun de nous des siècles de coutumes, de culture et d'intuition à rattraper. Ici, un guérisseur, mais c'est un charlatan, soigne les yeux sur la place du marché. À quelques pas de là, l'hôpital Fan que nous retrouvons. En psychiatrie, chacun circule librement. Les malades sont fréquemment accompagnés d'un membre de leur famille pendant leur séjour. L'ambiance est presque celle du village ou du quartier familier. Tout se passe comme si, débordant du cabinet de consultation, l'acte thérapeutique confié à la collectivité avait doucement envahi les couloirs puis les cours. C'est l'œuvre du professeur Colomb. L'attitude des malades, qu'ils prient, qu'ils psalmodient ou qu'ils peignent comme celui-ci, révèle le fond religieux de l'âme africaine. Une image de marque de l'hôpital Fan, c'est le pinch, sorte de restitution dans un contexte thérapeutique de la réunion villageoise sous l'arbre à palabres. Malades, accompagnants, visiteurs, médecins, infirmiers, guérisseurs, ils sont au coude à coude, sans qu'on puisse discerner leur identité.
que la chose est devenue autre. Bon, moi, j'ai trop puisé à l'Occident par la lecture et les échanges, les contacts. Et en d'autres termes, j'ai aussi des dons que j'ai essayé de cultiver. Autrement dit, je vis donc, pour être plus précis, d'un surréalisme mystique. Et pour vivre ce surréalisme mystique-là, il me faut justement m'isoler. C'est pourquoi j'essaie le plus possible de m'écarter de mes parents pour jouir d'une certaine liberté. Est-ce que vous voyez? Le plus souvent, je préfère vivre seul, enfermé dans ma chambre pour mener ma vie. Parce que quand j'ai mis 27 vies-là, en tout cas, en dehors de ma chambre, je suis un fou. Et j'ai trouvé que quand je suis seul, je mène ma vie, en tout cas, mystique, à part, personnelle. J'ai mes rapports avec Dieu ou les esprits, n'importe quoi. Donc c'est personnel. Il n'y a aucune influence. L'Africain qui s'isole est considéré comme un malade, un fou. La preuve, celui qui s'isole se défend d'être un fou. Mais autrement dit, il n'y a rien, en tout cas, d'anormal concernant mes rapports entre mes parents. Voilà le problème fondamental, s'il faut être bref. L'essentiel, c'est qu'on vient le dire dans un groupe où personne ne domine personne, où chacun écoute l'autre en respectant au besoin son délire, comme le fait ce malade, aujourd'hui guéri, qui revient assister au pinch. On entre dans la réunion où on la quitte à sa guise. Certaines apparitions peuvent surprendre. Bon, cette dame qui vient d'arriver, c'est Khadijata Bodiel, une guérisseuse qui soigne notamment les malades possédés par les dëmm. Elle habite ici à Dakar, dans le quartier de Grand Yoff. Elle a l'habitude de venir assister à nos peignes. Et je dis qu'à chaque fois qu'elle vient ici, elle vient dans sa propre famille, elle vient voir des parents à cause d'étroites relations qu'elle entretient avec les gens qui vivent ici dans le service. N'oublions pas qu'en Afrique, le malade mental, le fou, est toujours porteur d'un message. Certes, ça peut paraître folie qu'un occidental s'inspire de cette sagesse. L'image d'un grand patron, selon nos usages, prend ici une toute autre dimension. Un quartier de Dakar, à la périphérie, dans la rue Le Sable. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Ici, la médecine occidentale est déjà hors de prix. L'écrasante majorité de ces enfants qui annonnent le Coran ne comprennent pas le français. L'islam les a conquis, mais les vieux esprits animistes et les récits de sorciers leur sont parfaitement familiers. Et s'ils tombent malades, c'est au coin de la rue qu'on ira les faire soigner. C'est là, protégés par ce mât porteur de gris-gris, sorte de paratonnerre contre les mauvais esprits, que Madame Khadijata exerce. Elle est guérisseuse de maladies mentales et d'anthropophagie. À nos yeux d'occidentaux, l'enseigne a de quoi surprendre. Nous employons ici de façon plus stricte le mot sorcier en lui ajoutant le qualificatif d'anthropophage pour traduire une modalité d'attaque de l'homme par ce qui s'appelle ici en langue wolof le dom, cette modalité consistant à dévorer l'autre, à l'attaquer pour le dévorer. Le dévorer sur le plan symbolique ou imaginaire, bien sûr, mais un imaginaire tellement près de la réalité qu'il est vécu comme si c'était vrai. Quand un malade vous dit qu'il est attaqué par le sorcier, il se sent mangé, il se sent dévoré. Quand on vous dit qu'un tel est mort parce que ce sont les sorciers, tout le monde est persuadé que c'est les sorciers qui l'ont tué. Les sorciers anthropophages. Alors on peut se demander ce que ça veut dire tout ça, et on peut penser que ces représentations renvoient à quelque chose d'assez réel, qui est l'agressivité. Et cette agressivité nous vient très tôt avec le sein de la mère, ou alors agressivité contre l'ordre établi, contre la loi, et qui nous contraint aussi. On peut s'y retrouver, on peut faire des comparaisons entre les modèles africains et les modèles occidentaux en se basant sur ce que j'appellerais le métabolisme de l'agressivité humaine. La
cour, chez Madame Kardiata, c'est l'arche de Noé. Ces bêtes représentent sa fortune, qu'elle ne cache pas. Le don de guérir ne s'exerce pas, rappelons-le, pour de l'argent, ce qui n'interdit pas au malade de manifester sa gratitude. Que dirait-on chez nous d'un médecin qui consulterait dans sa salle d'attente en présence des autres patients et des personnes qui les accompagnent? En Afrique, en effet, on ne va pas se faire soigner seul. La société n'est pas individualisante comme la nôtre. Elle est moins culpabilisante aussi, puisque être malade, ici, c'est être attaqué par un esprit ou par un sorcier. On ne se gêne pas d'être malade, ni de le dire, ni de le montrer. Vous êtes soigné par Madame Kardiata. Oui. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'avais accouché. Alors après, j'ai eu des maux de tête, des bourdonnements d'oreilles. Et puis je ne pouvais pas bien voir. Je suis allée à l'hôpital. Ils n'ont rien vu. Alors après, je suis venue ici. Elle m'a regardée, elle a dit que c'est une sorcière. Qui vous a attaqué? Qui m'a attaquée. Alors, elle m'a soignée pendant 8 jours. Elle m'a bénie. Après, elle m'a donné une corne que je dois porter avec des tissus rouges. Comme ça, quand une sorcière veut m'attaquer, elle sera folle, quoi. Elle deviendra folle. Vous êtes protégé? Oui. Et vous avez retrouvé la vue? Vous entendez bien? Puis je crois que vous ne marchiez plus très bien non plus. Vous avez des problèmes? Si je marche très bien, c'est que c'est ma tête qui est un peu... Je suis indécise, quoi. Mais ça va mieux? Oui, ça va mieux. Pour le corps, ça va mieux. Mais c'est la tête. Vous êtes venu chez Kardiata aujourd'hui, pourquoi? Pour qu'elle me fasse ce gris-gris. Parce que c'est ça qu'elle doit me recommander pour une dernière fois. Vous pouvez l'ouvrir un peu mieux qu'on voit? Comme de chèvre et du fil. Elle vous soigne, Madame Kardiata? Oui, elle m'a soigné. Elle m'a imbibé un peu d'eau, quoi, sur la tête, quoi. Et puis elle m'a mis une poudre dans le nez, quoi. Mais qu'est-ce que vous sentiez? Vous aviez mal où? J'avais des maux de ventre, des maux de tête, quoi. Mais lorsque je suis venu ici et qu'elle m'a consulté, elle m'a dit qu'il y avait dedans des problèmes d'anthropophagie, quoi. De sorcellerie? Oui, de sorcellerie. C'est ce qu'elle m'a dit, quoi. Et elle vous a fait faire des bains aussi? Oui, j'ai pris 7 bains ici. Et puis lorsque j'ai pris les bains, je me suis senti mieux, quoi. Vous avez été attaqué par un sorcier. Vous connaissez le sorcier qui vous attaque? Vous voulez le connaître? Ah, je voulais bien le connaître, mais je pense que ce n'est pas la peine parce que du moment qu'il y a une prévention, maintenant je peux prendre mes dispositions, quoi. Est-ce que Kardiata vous a donné des conseils pour éviter les attaques Oui. de sorciers? Quels conseils? Elle m'a dit de ne plus manger chez des gens que je ne connais pas. Et puis elle m'a beaucoup dit d'éviter les baptêmes et les grandes animations là. Ça, elle m'a recommandé. De ne pas aller où il y a trop de foule. Voilà, là où il y a trop de foule, quoi. Quelqu'un qui est attaqué par le sorcier anthropophage, il peut bel et bien avoir des symptômes psychiatriques, c'est-à-dire des hallucinations, des délires et tout ce que vous voulez. Il peut y avoir des symptômes médicaux, comme des douleurs à type d'hépatite, des douleurs gastriques à type d'ulcère, des douleurs du trouble du transit à type de diarrhée colériforme et tout ce que vous voulez. Il peut y avoir des troubles oculaires, il peut y avoir des troubles cardiaques. Si vous voulez, tout peut être observé. Mais alors, à la limite, toute maladie aurait une cause psychique. Et à votre avis, si on arrivait à attaquer cette cause-là, on pourrait même, dans le domaine somatique, par le psychisme, arriver à des guérisons. Naturellement. Inexplicables pour notre science. Naturellement. On croit rêver en écoutant ce genre de propos, lorsqu'on songe qu'il y a, paraît-il, près de 80% de maladies psychosomatiques dans les consultations quotidiennes des médecins en Europe. Mais qui sont donc chez nous les sorciers anthropophages ou les rabs? Les conjoints rongés par la jalousie, les patrons qui vous ébranlent par leur colère, à chacun de chercher.
En tout état de cause, quoi de plus simple pour se réconcilier avec son entourage que de déverser, comme le fait cette jeune femme, ses problèmes dans le bec d'un poulet avant que Madame Kardiata ne le sacrifie. L'acte thérapeutique en médecine traditionnelle n'est pas le fait du hasard. À tel type d'attaque correspond tel traitement. Fumigation, ablution, purgation, crise d'éternuement provoquée, parfois même vomissement. Pendant que la patiente va prendre son bain dans une case réservée à cet effet, son mari l'attend. Vous êtes venu ici avec votre femme. Ouais. De quoi souffre-t-elle? C'est-à-dire depuis qu'on s'est mariés, alors elle faisait des avortements répétés. Alors je l'ai amenée à l'hôpital. Bon, on l'a amenée 2 fois à l'hôpital et elle a passé une consultation en gynécologie. Alors on lui a prescrit des médicaments du fasting. Bon. Elle les avait pris en premier lieu, bon, mais quand même ça ne marchait pas. Elle voyait tout le temps du sang. Bon. Qu'est-ce qu'elle voyait du sang. Du sang. Alors ma maman m'a demandé de l'amener ici parce que ma mère, elle, presque elle loge ici, elle vient tout le temps ici quand elle a des problèmes. Bon, une fois qu'on l'a amenée, la maman a vu, bon, il nous a recommandé d'acheter un poulet, d'amener du cola et quelque chose comme ça. Bon, une fois qu'on l'a amenée ici, on a fait des sacrifices. Alors elle s'est lavée au moins 8 fois. Alors après, ça a bien marché. Après, ça a bien marché. D'ailleurs, 1 mois, 2 mois après, alors on est venu voir la maman, elle nous a dit qu'elle est en état de grossesse d'une fille. Alors ça a été cette fille que j'ai actuellement sur moi. Tu vois. Alors après, elle l'a sauvée jusqu'au 9e mois. Quand elle a accouché, la première chose que nous avons fait, c'est de venir la vêtir. Parce que là, il faut la vêtir d'abord. Alors elle nous a donné quelque chose à mettre autour du ceinture du bébé. Alors après le baptême aussi, nous sommes venus la voir. Bon. Alors quand le gosse tétait aussi, il fallait venir la voir. Une fois que le gosse arrête de téter aussi, c'est à elle d'arrêter ça. C'était pas à nous d'arrêter. Alors on l'a amené ici. Alors depuis lors, à chaque fois qu'on a des problèmes, avant d'aller à l'hôpital d'abord, nous passons par elle. Et une fois que nous passons par elle, alors c'est à elle de nous communiquer d'aller soit à l'hôpital ou de rester. Vous travaillez à l'hôpital vous-même? Oui, je suis à la pharmacie là-bas comme préparateur. Ma femme aussi travaille là-bas comme soignante. Et vous venez d'abord chez la guérisseuse? Nous venons d'abord chez elle avant d'aller là-bas. Madame Kardiata, bien qu'installée à Dakar, n'a rien perdu de sa sagesse paysanne. Elle avoue avoir été sorcière à l'âge de 8 ans. Selon un mécanisme couramment admis en Afrique, son double s'évadait d'elle-même la nuit pour aller participer à de sinistres festins. Une fois délivrée de la sorcellerie, son initiation en qualité de guérisseuse a duré 16 ans. Cette grande dame nous fait l'honneur de son salon, dont les fresques s'inspirent autant de l'islam que de l'animisme. Combien de personnes avez-vous dévoré? J'ai dévoré 320 personnes. J'ai donné une fausse couche à 10 femmes. Les personnes ne sont pas mortes. C'était pas de mon propre gré que je faisais ces choses-là. On dirait qu'il y a quelque chose qui me poussait à donner ce mal. Et cette chose se trouvait dans mon fort intérieur et je ne savais pas cette chose-là et je ne savais pas comment faire pour agir de la sorte. Quand je suis allé me faire soigner, je me suis dit qu'il fallait quand même apprendre ce métier parce que pour moi c'est un noble métier de sauver les personnes malades, de les guérir. J'ai trouvé que c'était une chose très humaine. C'est pourquoi je me suis proposé d'apprendre ce métier, pour moi qui est très intéressant. Un vieil homme porte son épouse paralysée depuis 3 ans. Diagnostic de Madame Kardiata, une attaque des rabes. Inutile pour nous de chercher à comprendre pourquoi cette femme si avancée en âge peut être à ce point tourmentée par un esprit de sa lignée. Pour tenter de la remettre sur pied, Madame Kardiata prescrit le sacrifice d'un mouton. Le sacrifice est un acte de violence sacralisé qui doit faire passer sur un animal la colère de l'esprit familier, donc la maladie. Pour qu'il y ait guérison, il faut qu'il y ait mort de quelqu'un ou de quelque chose, en l'occurrence un animal. Guérir, c'est renaître.
En ce sens, c'est tuer le mal. Le sacrifice, c'est aussi une offrande. L'esprit doit y trouver le gage d'une volonté de se réconcilier avec lui et donc de se soumettre à sa loi. Ni la malade, ni la guérisseuse ne consommeront la viande de l'animal sacrifié. On la donnera au dehors. Madame Cardiata traite le sang du mouton égorgé. Elle suit en cela une recette qui relève des secrets de son art. Le sens du sacré imprègne toute la médecine traditionnelle. On peut y voir, dans une optique européenne, un fantastique moteur pour l'autosuggestion. C'est la première fois que vous venez voir une guérisseuse? Oui. Mais on a été le docteur après. Parce qu'on a été à Fan aussi. Mais le docteur Fan, comme vous l'avez montré maintenant, le docteur Fan, il ne voulait pas opérer. Donc on a refusé de l'opérer à l'hôpital, oui, donc vous venez chez une guérisseuse. Oui, oui. Madame Cardiata a dit qu'il y avait une attaque du rab. Oui. Est-ce que vous pensez, vous êtes d'accord avec ça? Oui, on a passé. Vous êtes croyant vous-même? Oui. Vous êtes de quelle religion? Je suis catholique. Et votre femme aussi? Ma femme aussi. Et le fait que vous soyez catholique, oui, ne vous empêche pas de croire non, au rab? Non, on a un test. Ça peut aller ensemble? Ça peut aller ensemble. Parce que le soigne, c'est soigne. Quand tu es malade, on te soigne. N'importe pas. Le guérisseur, quand il soigne le malade, pour que le guérit. Ce n'est pas ni religion ni rien. C'est littéralement le bain de sang. Quel lien plus intime pourrait-il y avoir entre la bête sacrifiée et la malade qui veut guérir? Selon les estimations de Madame Cardiata, cette femme ne pourra pas retrouver l'usage de ses jambes avant quelques mois. Éric, le médecin qui nous accompagnait, nous a fait savoir aujourd'hui, 8 semaines après notre départ, que la malade ne peut toujours pas se tenir debout, mais qu'elle n'a plus de douleur et qu'elle a repris des forces. Quelle impression vous a fait Cardiata? Une très bonne impression. C'est la guérisseuse traditionnelle typique. Vous la voyez, elle prend son temps. Eh bien, c'est une science, c'est une sagesse que malheureusement les Occidentaux ont perdue. C'est dommage. C'est dommage de rendre rigoureux le temps. De dire ça c'est la minute, c'est la seconde, de faire des divisions abstraites. Surtout vous qui aimez tant le rigoureux, le palpable. C'est très dommage et je crois que le monde peut être foutu. Le monde, enfin foutu c'est peut-être trop pessimiste, mais le monde risque de ne pas aller de l'avant si ce monde ne veut pas croire à la discontinuité du temps. Le temps est discontinu. Le temps n'est pas seconde, 2 minutes, non.
Le temps, à tout moment du temps, à tout instant de la vie, à tout moment précédent la mort, eh bien, il y a un intervalle où les contraires s'annulent et où l'éternité se manifeste. Je sais qu'il serait difficile pour vous de comprendre ce langage. Il est d'usage entre guérisseuses de s'inviter mutuellement à des fêtes rituelles au cours desquelles on soigne certains malades. La confraternité existe réellement dans le corps médical traditionnel. J'aimerais que vous me parliez aussi de la valeur thérapeutique à vos yeux des états observés à l'occasion de la fête des guérisseuses. Transe, état second. Vous allez voir par exemple des malades qui entrent en transe et qui disent eux-mêmes ce dont ils souffrent, qui disent eux-mêmes ce qu'ils ont. Si c'est des sorciers, si c'est une maladie normale, si c'est une maladie liée à un non-respect d'un culte, ainsi de suite. Ils le disent eux-mêmes. Le traitement à coup de tam-tam s'opère dans une modeste cabane. Il s'agit de soigner une jeune femme qui est en conflit constant avec sa famille. Vous avez vu, ce n'est pas la malade seulement qui se met en état second. C'est tout ce qui l'entoure. Il y a donc un problème rituel qui se passe. Celui qui est malade mental, occidental, on l'envoie dans un hôpital. On le soigne, lui. Mais on oublie souvent que ce soin apporté à l'hôpital ne suffit pas et qu'il faudrait le remettre dans sa famille. Or, ce malade mental, il est malade mental parce que la société existe. C'est la société qui l'étiquette de malade mental. Parce que là, à partir de quels critères on dit que quelqu'un est malade mental et l'autre n'est pas malade mental? Celui-là, qui est traité de manière traditionnelle, eh bien, on assiste à tous ces rites de transe et de tout ce que vous avez vu chez Khadiata. Et avant même ce processus de transe, eh bien, chaque élément de la famille apporte quelque chose, contribue à la guérison de ce malade qui a été considéré jusque-là comme fou. Le traitement touche à sa fin. On sort de la cabane à la nuit tombée. Ces images, mieux que tout commentaire, expriment à quel point, en Afrique, la guérison est un fait collectif qui exclut tout repli sur soi-même, ce qui n'empêche pas la pudeur. En Afrique, lorsque je discute de sciences traditionnelles avec un Européen, eh bien l'Européen, je sens quand même qu'il fait un effort pour comprendre. Alors que si je parle de médecine traditionnelle avec un Africain occidentalisé, mais il me traite avec mépris. Il me considère comme un anachronique, un dépassé. Eric est une exception. Il refuse d'entrer dans la caste des médecins africains occidentalisés.
Le coût de leur formation et le taux de leurs honoraires contrastent aussi singulièrement avec la réalité africaine que les gazons de ce campus avec le sable et la poussière du quartier où travaille, à quelques minutes de là, Madame Cardiata. Et paradoxalement, c'est auprès d'un grand patron français que ce jeune Africain aura trouvé le plus de réconfort dans le respect qu'il a de la médecine traditionnelle. Vous avez dit, vous avez écrit à maintes reprises que les guérisseurs, vous avez appris bien des choses. Quoi? Ah, c'est compliqué. Disons qu'ils m'ont appris des attitudes plus que des techniques. Ils m'ont appris peut-être à considérer le malade comme un individu pas tellement différent de moi. Alors ça implique une relation très différente, ça implique la reconnaissance d'une autre réalité, celle du malade, d'une autre liberté, celle du malade, d'un autre type d'existence, de voir les choses, de vivre les choses, celle du malade. Ça implique aussi que l'on a avec le malade une attitude beaucoup plus fraternelle. Ils sont d'une simplicité telle, je pense à certains que je vois là et qui sont morts depuis longtemps, qui étaient mes amis. Ils ont atteint un certain niveau de sagesse, c'est-à-dire ce niveau où l'on n'est plus embarrassé par son propre personnage, la dimension de son propre personnage, ou le désir de dominer les autres. La formation à Dakar d'un médecin à l'occidental représente le prix de 200 ans de travail d'un paysan sénégalais. Autant dire que sans le respect, sans la revalorisation de la médecine traditionnelle, la santé pour tous en l'an 2000, ce projet de l'Organisation mondiale de la santé, restera lettre morte. Répétons-le, chaque fois qu'un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Sur ce chapitre, l'Europe est peut-être malade de n'avoir à fouiller que des cendres.